Alors, on s'est attaqué à un sujet, pourquoi le bio? Ben, je pense que tout le monde se pose la question de savoir quand il a dans son assiette ou devant lui un produit, est-ce qu'il est vraiment bio? Vous êtes d'accord? On se pose des questions. Et puis la multiplicité des opérateurs, le nombre de gammes qui augmente, le nombre de références qui augmente. Aujourd'hui, on est arrivé on parle de nos marques propres, qui sont d'environ 250 références. On en a 3500, nous, dans chaîne comme l'autre, qui sont beaucoup plus larges que les marques propres. Donc on se pose la question de savoir, nous aussi, si vraiment derrière le fournisseur de rang 1, tout est. Donc on s'est dit, on va prendre ce sujet-là, parce qu'il est certainement à l'aube de peut-être une crise que je ne souhaite pas, sur la réalité du bio. Et donc on s'est attaqué à la transparence de la chaîne bio pour ces raisons-là. Donc on a fait une cartographie complète des chaînes d'approvisionnement, on est en cours encore de le faire. S'assurer des garanties maximum au niveau des conditions de production et d'obtention des certificats liés à l'agriculture biologique. C'était le premier objectif, c'est de s'assurer que sur toute la chaîne, jusqu'à la production primaire, c'est-à-dire jusqu'à l'agriculteur, le producteur, on ait bien une garantie qu'il nous livre des produits bio. Alors, moi j'ai rencontré des fournisseurs, des fabricants, il n'y a pas de problème. Parce que quand on leur pose la question de savoir, mais vous êtes bien sûr que la matière première que vous rentrez dans vos produits, parce qu'il y a des intermédiaires, c'est bien bio? La réponse n'était pas toujours correcte. Donc il fallait qu'on explore, recueillir les certificats liés à la sécurité alimentaire, ce qu'on fait sur d'autres chaînes, donc conditions de production et l'impact environnemental, vérifier grâce à SGS la qualité et la véracité de ces certificats, et puis identifier les risques potentiels et faire des recommandations. Communiquer auprès des consommateurs sur les chaînes les plus vertueuses. Alors, les certificats qu'on a utilisés, les voilà. Il y en a certainement d'autres que les fournisseurs nous présenteront. Avec l'équipe SGS, on ne s'exclut pas de regarder d'autres certificats dès lors qu'on a des garanties. C'est le travail que SGS fait en vérification quand ce n'est pas ces certificats-là. Les certificats de voyage sont tout à fait connus, classiques. On utilise bien sûr le label agriculture biologique européen et français quand il est présent, mais quand on sort de l'Europe, on n'est plus sur les mêmes labels, donc il faut qu'on ait des garanties sur ces labels. Vous avez l'IFS, le BSCI, le SAMU 1000, enfin tous ces grands certificats qui sont reconnus aujourd'hui sur les aspects environnementaux, sociaux et bio aussi quand on est sur un produit. Alors résultat, le voilà. Ça fait ça fait 1 an, c'est ça, hein, on est un peu plus d'1 an. On a démarré, on avait un potentiel de 200 fournisseurs et 400 références à étudier, ce qui en termes d'études est assez unique, je pense, en termes de démarche massive. On travaille gamme par gamme, fournisseur par fournisseur. Le résultat, vous l'avez là. On est arrivé aujourd'hui, alors je vais donner des statistiques tout à l'heure, on est à 70% de fournisseurs de rang 1 qui ont répondu à l'enquête, 1 an après. On n'est pas à 100%, vous voyez, il y a encore un peu de chemin, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore convaincu tous les fournisseurs de l'intérêt de l'outil. On était à 50% au début d'année, on a franchi un cap, là, en passant les 50%. Et ça représente environ 4564 fournisseurs, c'est 51 pays quand même, derrière nos 200 fournisseurs. Vous voyez, le périmètre n'est pas uniquement franco-français, il est bien plus large, d'où la nécessité de s'intéresser à ce qui se passe derrière ces chaînes. Alors, on a une équipe en place depuis 1 an, donc chez moi, j'ai un mi-temps qui travaille sur le sujet depuis 1 an, avec un chef de projet chez AGS qui est derrière, qui s'appelle Guillaume, et 5 personnes dédiées au projet et des supports du réseau dans les 140 pays où se trouve AGS pour interroger, faire remonter les fournisseurs dans la base et récupérer les certificats et s'assurer aussi qu'ils nous donnent l'information correcte sur les certificats, mais aussi pouvoir identifier l'origine de l'intervenant et ainsi de suite jusqu'à la production primaire. C'est environ 50 appels et 40 emails par jour. On ne s'arrête pas là, on est lancé sur d'autres gammes de produits. On a fait le point ce midi là, avec l'équipe. On a un projet autour des fruits et légumes en France. Alors plutôt, on va tomber très rapidement sur le bassin méditerranéen. Vous connaissez les problématiques de migration au nord de l'Afrique, avec beaucoup de migrants qui travaillent dans toutes les zones de production végétale. Et encore, j'étais avec les Portugais ce midi, ils nous le disent clairement, tout le bassin de Portugal est rempli de migrants qui viennent cueillir, récolter des fruits et légumes. C'est la même chose en Grèce, c'est la même chose en Italie, c'est la même chose là. Donc, vigilance de notre part sur ces chaînes d'approvisionnement. D'où le travail qu'on va faire avec AGS sur cette filière-là, plutôt tournée sociale, on va dire, et environnementale aussi. Je pense qu'on a les 2 aspects. Et puis on lance le projet volaille. Je vous le dis, on est transparent. Aujourd'hui, dans les plats préparés, il y a de la volaille mondiale.
tagine, du poulet de Brésil, il y a du poulet français, heureusement ça arrive aussi, mais il y a, voilà, alors que plutôt dans le produit brut, on est plutôt, aujourd'hui, au Mouvement des Mousquetaires et d'autres distributeurs, on s'est plutôt axé sur la France, hein, dans les coupes de volaille ou volaille en terre. Dans les plats préparés, c'est plutôt, et vous le savez pas en tant que consommateur, je crois que c'est pas obligatoire encore sur les volailles, je crois pas, je regarde quelqu'un qui connaît un peu, je crois pas, c'est plutôt des produits laitiers et viande bovine, voilà. Après, on fait la viande de porc, le bœuf, et on va démarrer du non-alimentaire. On a l'objectif, mais c'est très complexe, d'aller vers le textile, pour des raisons que vous imaginez, puisque le textile parcourt le monde entier. Et donc, on va commencer par un petit projet, quelques tours démaquillants, on a sur la filière des pH, et on ira certainement vers le textile au sens textile plus large. Voilà. On veut couvrir toutes nos marques propres, hein. C'est l'objectif à 3 ans, d'avoir intégré toutes les marques propres dans l'outil transformatif. Alors, l'autre sujet, c'est comment, et je le disais tout à l'heure, on ne parlera pas des retraits rappels, c'est comment on peut aller plus loin avec le consommateur pour lui donner de l'information. Tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on trace dans l'outil peut être expliqué au consommateur. Sur un produit, qui est un produit très simple, vous allez voir que ce produit très simple, c'est assez simple, c'est qu'on a fait une conserve et un bocal de haricots verts, de marque Saint-Éloi. Si vous flashez le code 2D avec votre téléphone super perfectionné, puisque maintenant on a tous des téléphones qui savent bien les codes 2D, vous trouverez. C'est très bien de vouloir avoir des informations précises, mais il y a du travail derrière en termes de traçabilité et d'organisation des filières pour récupérer la donnée. On ne peut pas faire de traçabilité, on ne peut pas faire de blockchain si on n'a pas de données. Ça, c'est un sujet que j'aborde souvent, et on évoque souvent le cas. La blockchain ne servira que lorsqu'on aura collecté des données, qu'elle sera qualifiée, qu'elle pourra être à ce moment-là certifiée dans la blockchain. Tant qu'elle n'existe pas, on ne peut pas la mettre dans la blockchain.